Dans cette vidéo, on va continuer la topologie, on va voir une notion qui est hyper importante, qui est la complétude. Et donc l'introduction, c'était cet exercice-là, je prends un corps. Est-ce que je peux toujours dire que les fermés bornés en dimension finie, c'est les compacts? Et en fait, tu peux voir que si le corps K il est égal à R, ou il est égal à C, ça va être vrai, mais s'il est égal à Q, ça va être faux. Un exemple, c'est, donc si K égale Q, je regarde Q puissance 1, j'ai le droit dans l'ensemble 0, 10 inter Q, qui est un fermé borné de cet espace vectoriel-là, j'ai le droit de considérer la suite xn qui tend vers pi. Parce que comme Q est dense, j'ai le droit de considérer xn qui tend vers pi. Et tu remarqueras que c'est impossible d'extraire de xn une suite qui convergerait dans Q vers une limite. On n'a pas x phi de n tend vers L dans Q. Parce que sinon, par unicité de la limite, cette fois dans R, parce que Q, je peux le voir comme un sous-ensemble au sens topologique de R, et du coup, comme j'ai l'unicité de la limite dans R, j'ai que L est égal à pi, ce qui n'est pas possible. Okay, donc, pour avoir un fermé borné, il y a une notion qui nous échappe un peu dans Q, qui est que moralement, dans Q, il manque des points. Dans Q, on peut s'échapper. Dans la droite de Q, que je dessine un peu comme ça, truc dense, il manque un point qui est pi, et je peux prendre des points qui convergent vers pi, et qui s'échappent de Q, et juste, ça ne sera pas compact. Parce que ça manque la notion donc, de complétude, et la complétude, elle veut dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire que l'espace est complet, tous les points qu'on a envie qu'il y ait, ils y sont. Par exemple, là, comme on a une suite qui converge presque, en fait, la suite ici, elle est de Cauchy. On a envie de dire, c'est une suite qui converge, on va prendre sa limite, mais ça, c'est pas vrai dans tous les espaces, c'est vrai dans les espaces qu'on appelle complets. Et Q, c'est pas un espace complet. Et donc, on n'a pas le fait que on n'a pas l'équivalence des normes d'ailleurs, et on n'a pas le fait que les fermés bornés sont les compacts. Donc, je vais définir ce que c'est qu'un espace métrique complet. Et on va voir qu'en fait, que les espaces compacts, ils sont complets. Et ensuite, on va voir que la complétude, avec la précompacité, ça caractérise les compacts. Et ensuite, on va voir que tout espace métrique admet de manière canonique un complété, c'est-à-dire qu'il va s'injecter continuellement dans son complété. Le complété, c'est un espace qui va être complet, du coup, qui va contenir l'espace de base. Et ça va être un complété canonique, c'est-à-dire que pour tout espace complet, on va voir ce que ça veut dire. Je vais pas trop rentrer dans les détails. En gros, ce qu'on a, c'est que si je regarde xd et son complété, c'est yd. Donc, il faut penser que ça, c'est q. Le cas de base du complété, ça va être q et r. Et on va voir que si j'ai une flèche, une fonction f de xd dans un espace complet z, alors f va se factoriser par l'injection de mon espace vers son complété de cette manière-là. Ça, on peut l'appeler f tilde. Donc, ce diagramme-là, ça veut dire que comme j'ai trois flèches, ça se compose et du coup, on a f qui est égal à f tilde rond i. Donc, autrement dit, les seules fois où x communique avec des espaces complets, c'est-à-dire dès que j'ai une flèche de l'espace x vers un espace complet, en fait, c'est pas x qui communique avec l'espace complet, mais c'est y. C'est-à-dire que la flèche f, en fait, elle peut se déduire entièrement de la flèche f tilde. Et donc, c'est comme si x disparaissait parce que l'espace z, il voit pas x, il voit juste y. Puisque sa fonction f, c'est pas vraiment une fonction qui part de x, mais c'est une fonction qui part de y, puisqu'elle peut tout le temps se factoriser. Ok, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est un point de vue que tu verras que tu verras un peu plus tard dans tes études. En fait, il y a plein de cas où on a ce genre de diagramme. Par exemple, si je prends un groupe G et que je prends un groupe abélien A et que j'ai un morphisme de G dans A, il peut se factoriser par son dérivé de manière unique. Donc on a la projection pi et là on a f tilde. Et donc c'est le même genre de diagramme qui dit que, en quelque sorte, le dérivé de G, qui est le quotient de G par son groupe dérivé, son abélianisé, qui est le quotient de G par G', c'est en quelque sorte le groupe abélien universel associé à G parce que
chaque groupe abélien ne parle pas à G, mais parle à G sur G'. Il y a d'autres exemples. Par exemple, si je prends, c'est un peu le même exemple, mais si je prends G un groupe et que je prends H un sous-groupe, et dès que j'ai une flèche qui part de G et qui va dans un groupe, N tel que phi s'annule sur G, phi s'annule sur H, pardon, et ben je peux factoriser phi par G sur H. Donc c'est encore la même chose, c'est phi est égal à phi tilde rond pi. Et à chaque fois, il y a unicité, et à chaque fois, on a un peu envie de dire, bon bah, G sur H, c'est le groupe universel tel que pi restreinte à, tel qu'une fonction restreinte à H est égale à l'identité. Voilà, tu peux faire ça avec plein de trucs, tu peux faire ça avec l'ensemble quotient. L'ensemble quotient, c'est le truc qui vérifie que pour toute flèche de l'ensemble qui est constante sur les classes d'équivalence, alors ça va se factoriser par l'ensemble quotient. Ça, c'est un diagramme que tu verras tout le temps dans le supérieur. Et comme je l'ai dit, il dit en quelque sorte que quand mon objet de base parle avec des objets qui ont une certaine propriété, donc ici, mon groupe G qui parle avec des objets tels que la fonction s'annule sur le noyau, bah en fait, c'est pas mon objet de base qui parlait à ce truc-là, mais c'est cette chose-là, qui est du coup, en quelque sorte, le truc associé universel. Bref, donc on va voir que ça existe. Et on va voir que le... Bah du coup, ça nous donnerait une construction de R, parce que, en fait, R, c'est le complété de Q. Donc, YD est dit complet si les suites de Cauchy à valeur dans Y convergent. Ok. Donc, une suite de Cauchy, c'est quoi? C'est Xn tel que, pour tout epsilon positif, j'ai un n plus grand que 1 tel que, pour tout p et q plus grand que n, les points de ma suite sont epsilon proches. Ok. Donc en fait, une suite de Cauchy, c'est rien d'autre qu'une suite qui a envie de converger, mais on ne peut pas parler de la limite. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de parler des termes des suites, parce que on ne peut pas parler de la limite. Le seul truc qu'on a, c'est que les termes, ils deviennent de plus en plus resserrés, et donc on a envie de dire que ça converge, mais on ne peut pas parce que, comme tu le vois dans l'exemple de Q, la limite n'est pas forcément dans l'espace, donc on n'a pas le droit de parler de sa limite, on n'a pas le droit de dire qu'elle converge, donc on dit qu'elle est de Cauchy. Mais en gros, c'est un peu une pathologie, les suites de Cauchy, c'est-à-dire que, en fait, c'est rien d'autre que des suites qui convergent, mais vues dans le bon espace. C'est-à-dire qu'on va voir que les suites de Cauchy, ce sera exactement les suites qui convergent dans le complété. C'est-à-dire que si j'ai un espace qui n'est pas complet, que j'ai une suite de Cauchy qui est dans l'espace pas complet, ben en fait, c'est juste une suite convergente dans l'espace complet. Et donc voilà, il n'y a rien de particulier sur les suites de Cauchy, mais c'est celles qui nous permettent de définir ce que c'est que les espaces complets. Et exo, si KD est compact, alors il est complet. Et exo, si KD est précompact plus complet, il est compact. Donc celui-là, il est assez facile, celui-là, il est beaucoup plus dur. Je vais donner plusieurs étapes. Ah oui, aussi, exo, si j'ai F inclus dans Y fermé, alors Y complet implique F complet. Ok? Donc les espaces complets, ça passe aux ensembles fermés. Je vais corriger celui-là rapidement. Donc si XD il est compact, on veut montrer qu'il est complet. Ben,
je prends une suite de Cauchy dans KD. Sauf que je sais que converger dans un espace compact, ça équivaut à avoir une seule valeur d'adhérence. Et que je sais que j'ai déjà une valeur d'adhérence, sauf que l'hypothèse que ma suite soit de Cauchy me donne que je peux avoir qu'une seule valeur d'adhérence. Donc le graphe, c'est quoi? C'est, je prends une suite de Cauchy. Moralement, j'ai envie de dire qu'elle converge. Donc là, je dessine un truc de epsilon. Le truc, c'est qu'elle peut avoir qu'une seule valeur d'adhérence parce qu'à partir d'un certain rang, les points ils sont arbitrairement proches. Donc si j'ai deux valeurs d'adhérence, elles seront arbitrairement proches et donc elles seront égales. Donc j'ai une seule valeur d'adhérence, donc je converge comme je suis dans un compact. Du coup, il faut juste montrer ce lemme que j'ai un peu, qui pour moi était un peu évident. Si je prends K des compacts, alors xn CV équivaut à xn une seule VA, valeur d'adhérence. Okay. Je te laisse montrer cet exo-là. Mais pause si tu veux le montrer. Comment on fait celui-là? En fait, le truc, c'est que si j'ai une suite qui a une seule valeur d'adhérence, je suppose qu'elle ne converge pas. Si j'appelle sa valeur d'adhérence L, donc je prends une suite qui a une seule valeur d'adhérence que je note L. Là, c'est Xn. Bah, si je suppose que Xn ne converge pas vers L, ça veut dire que j'ai un epsilon strictement positif. Et j'ai une infinité de points de la suite Xn qui se baladent en dehors du epsilon. Sauf que comme j'ai une infinité de points, ça me fait une sous-suite. J'ai une sous-suite qui est à distance plus grande de L. Et donc, je peux en extraire une valeur d'adhérence. Sauf que la valeur d'adhérence que je vais extraire de cette sous-suite, elle sera à distance plus grande que epsilon de L. Et du coup, c'est absurde parce que j'ai une deuxième valeur d'adhérence pour ma suite Xn, ce qui est absurde. Okay, donc quand je suis dans un compact, je converge, c'est seulement si j'ai une seule valeur d'adhérence. Ok, deuxième exo, si j'ai f inclus dans y un fermé, montrer que y est complet implique que f est complet. Ça, c'est pas très dur. Si je prends une suite de Cauchy pour f, en particulier, c'est une suite de Cauchy pour y, donc elle converge dans y, mais donc c'est limité dans f, par fermeture de f, et donc la suite converge dans f. Donc ça, c'est assez utile. Par exemple, le fait que R soit complet nous donne que tout ensemble fermé de R est complet, ce qui est quand même assez cool. Surtout pour le théorème de Baire qu'on va voir à la toute fin, qui est vraiment le résultat le plus sous-coté en topologie, et hyper utile, vraiment hyper utile. Exo, si KD est précompact plus complet, alors il est compact. Je vais donner des étapes pour cet exercice parce qu'il n'est pas facile comme ça. En fait, tout part d'un lemme. Si je prends XD précompact, alors tout de suite, admet une sous-suite de Cauchy. Donc en fait, c'est ça qu'il faut montrer. Parce que si on admet ce lemme-là, qu'est-ce qui se passe? Si je suppose que j'ai un espace qui est à la fois précompact et qu'il est complet, ben ce que j'ai, c'est que tout de suite, admet une sous-suite qui est de Cauchy, sauf que mes suites de Cauchy convergent, donc tout de suite, admet une sous-suite qui est convergente. Et donc comme ça, j'ai montré la compacité. Donc comme ça me termine cet exo, qui me dit que les compacts, c'est exactement les précompacts complets. Donc précompact, je l'ai défini dans la dernière vidéo, mais rapidement. Ça dit que pour tout epsilon, j'ai un nombre fini de boules de taille epsilon qui recouvrent mon ensemble. Donc pour tout epsilon, j'ai x1, xn tel que l'ensemble est inclus dans les boules de centre xi et de rayon epsilon. Ok, donc il faut montrer ça. En fait, le truc, c'est que on va faire une infinité de principes des tiroirs. Ensuite, on va faire une extraction diagonale. Donc, l'argument de base, c'est quoi? C'est je prends xn dans x. Le truc, c'est que pour tout entier grand N, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va subdiviser l'espace en boules de rayon 1 sur grand N. Et on va dire, bah comme j'ai un nombre fini de boules et que j'ai un nombre infini
de termes dans ma suite xi, bah, il existe une boule telle que je vais avoir une infinité de termes dans cette boule. Donc je vais extraire, ça va me faire une nouvelle suite qui vit dans cette boule. Et ensuite je vais dire, bah, par précompacité appliquée à 1 sur n plus 1, je peux rediviser avec des rayons de 1 sur n plus 1. Et bah là, je vais refaire le même argument, je vais dire, il existe une boule telle que tous mes points sont là-dedans. Ça va me faire une nouvelle suite extraite, donc je vais que faire d'extraire, et à chaque extraction, je serai dans une boule de rayon 1 sur n plus 1, et du coup, la suite, à la fin, ça sera une suite de Cauchy. Parce qu'à partir d'un certain rang, elle sera dans des boules de plus en plus petites, et donc c'est bien une suite de Cauchy. Ok? En fait, le truc, c'est que le truc qui est subtil là-dedans, c'est qu'on va faire un nombre dénombrable d'extractions, et ensuite, on va faire une seule extraction qui sera l'extraction maximale. Donc, ce qu'on va faire, c'est par récurrence, on va construire par récurrence, on va construire des extractrices que je vais appeler phi1 jusqu'à phi n-1, phi1 jusqu'à phi n-1, tel que x phi1 rond phi n-1 soit à valeur dans une boule de rayon 1 sur n-1. Ok, d'ailleurs, je dis juste un truc sur la composition des extractions. Quand j'ai une suite extraite qui est xphi et que j'ai envie de réextraire, donc j'ai xphi, en général, les gens, quand ils sont en sup, ils écrivent, quand ils veulent extraire avec une nouvelle extractrice psi, ils écrivent psi rond phi. Sauf que ça marche pas du tout. Pourquoi? Parce que tu vois que là, psi, on prend que ces valeurs sur l'image de phi. Donc déjà, c'est louche, dans le sens où on prend pas toutes les valeurs de psi. Notre extraction, elle paraît déjà bizarre. En fait, la bonne extraction, c'est de faire x. La seule chose à faire, c'est de faire x phi rond psi. En fait, ce qu'il faut voir, c'est vraiment considérer x phi comme une nouvelle suite. Donc les termes, ça va être x phi de 1, x phi de 2, x phi de 3. Et donc tu vois que là où on a n, c'est en quelque sorte à droite de phi, c'est pas à gauche de psi. À gauche, ici, on a l'image de phi, donc c'est pas n tout entier. Donc si je veux une extractrice, c'est une fonction de n dans n. Donc le seul moyen, c'est de composer à droite. Sinon, ça serait une fonction de image de phi dans n. Et ça serait bizarre parce qu'il y a plein de termes qu'on aurait définis qui serviraient à rien. Donc si je veux extraire, je fais comme ça. Et du coup, la bonne suite à considérer, c'est x phi 1, rond phi 2, rond phi 3, jusqu'à comme ça. Parce qu'on fait que d'extraire. Par récurrence, on fait que de continuer d'extraire et c'est ça le truc. Ok? Donc ça va être ça notre but, ça va être de construire des extractrices comme ça, telles que cette suite-là est la valeur dans une boule de rayon 1 sur n-1. Et comment on fait? Comment construire phi n? Bah, on procède par récurrence, on suppose qu'on a construit phi 1 jusqu'à phi n-1. Et ce que j'ai, c'est que on écrit xd inclus dans union des boules de yi pour i allant de 1 à un certain k, 1 sur n. Donc c'est ce que je disais au début. Mon espace, je le transforme en un nombre fini de boules. Et je sais qu'il existe i tel que une infinité de termes de x phi 1 rond phi n-1 soit dans la boule yi 1 sur n. Donc ça me fait une suite extraite que j'appelle phi n et ça me conclut ma récurrence. Ok, donc le point c'est que j'ai construit un nombre dénombrable d'extractrices tel que quand j'extrais n fois, je suis dans une boule de rayon 1 sur n. Donc comment on va terminer notre suite de Cauchy? On a un peu envie de dire, je prends toutes les extractions en même temps, et c'est ce qu'on va faire. On va prendre, ça s'appelle un procédé très utile qui s'appelle l'extraction diagonale. On va poser psi, x de psi de n, qui va être égal à x phi 1 rond phi n de n. Ok, donc n il évolue doublement parce que c'est la nème extractrice évaluée en la nème étape. Donc ça, si tu penses comme les extractrices qui sont des fonctions strictement croissantes qui croissent assez vite dans n, ça c'est un terme qui croît extrêmement vite. Parce que il croît doublement du fait que n augmente de 1,
du fait que je rajoute un terme qui est phi n, qui du coup va envoyer n sur un truc genre, on le visualise un peu comme n carré, et du coup ça compte très très vite. Et le truc c'est que si m et m' sont plus grands que n, alors x psi de m, la distance entre x de psi de m et x de psi de m', elle est plus petite que 2 epsilon, que 2 sur n. Ça vient d'où? Ça vient simplement du fait, ça vient simplement de la définition de phi 1 jusqu'à phi n. Ça vient du fait que x psi de m, c'est quoi? C'est phi 1 rond phi n plus 1 jusqu'à phi m. Mais en particulier, c'est des termes qui font partie de l'extractrice x phi 1 rond phi n. Donc ces termes-là, faut voir que psi de m, c'est égal à phi 1 rond phi n. Ça, c'est l'extractrice qui est importante, évaluée en phi n plus 1 rond phi m de n. Ça, c'est moins important, on s'en fout. L'important, c'est juste que ce soit en entier, et j'ai évalué mon extractrice phi 1 rond phi n en un entier. Je m'en fiche de quel entier c'est, donc ça vit dans la boule centrée en yi et de rayon 1 sur n, d'après la construction. Donc ces deux termes-là, pour exactement la même raison, lui aussi c'est un terme, on s'en fout duquel, mais évalué en l'extractrice phi 1 rond phi n. Et donc, j'ai deux termes qui vivent dans une boule de rayon 1 sur n, et donc j'ai ça. Et donc maintenant, c'est clair que ma suite, elle est de Cauchy, parce que si je prends epsilon strictement positif, j'ai juste à prendre un entier plus grand que 1 sur epsilon, j'aurai cette inégalité-là qui me donnerait plus petit que 2 epsilon, pour tout entier m plus grand que n. Donc ma suite, elle est de Cauchy. Ce qui termine le lemme, vraiment un magnifique lemme. Je trouve que il y a quand même un truc un peu subtil dans la complétude et dans la compacité surtout, qui est complètement dégagé par cette équivalence entre compact, équivalent à précompact et complétude. On voit très bien ce qui se passe, on sait qu'un compact c'est un fermé borné, mais en fait le bon truc c'est pas borné, c'est plus fort que borné, c'est précompact, qui est en quelque sorte borné plus plus, et la bonne notion c'est pas fermé, c'est celle de complet. Et en plus ce qui est satisfaisant c'est que la notion d'être complet c'est un truc qui ne dépend pas de l'espace dans lequel t'es. En fait le truc c'est que xd, si je le regarde comme un espace, c'est tout le temps fermé. C'est-à-dire que x vu comme un sous-ensemble de ça, c'est tout le temps fermé. C'est juste tautologique, c'est juste que dans la topologie, on voit que l'ensemble total et l'ensemble vide, c'est tous les deux des fermés. Bah, si je regarde x, c'est tout le temps fermé. Par contre, la question de est-ce que ça c'est complet, ça c'est une vraie question. Si je regarde l'ensemble en lui-même, la question de est-ce qu'il est complet, c'est pas tautologique, alors que le fait qu'il soit fermé, c'est tautologique. Donc c'est très satisfaisant le fait qu'on soit arrivé à prendre la notion de fermé, en faire un truc plus fort, qui ne dépende pas de l'espace dans lequel je regarde mon truc. Et je trouve ça vraiment conceptuellement assez cool. Donc je répète, un compact, c'est rien d'autre qu'un précompact qui est complet. Maintenant, on va voir le théorème de Baire. Mais qu'en gros, tu vas que utiliser sur R, mais je l'énonce pour tous les espaces complets. Donc c'est un théorème qui a l'air de rien comme ça. Il y a même quelqu'un qui faisait de l'analyse fonctionnelle, donc c'est un truc qu'on utilise souvent ça, qui disait le théorème de Baire, je trouvais ça complètement nul. Et au bout de 5 ans, j'avais une super preuve que j'ai pas réussi à faire parce qu'elle utilisait le théorème de Baire et que je l'avais pas vu. Et à partir de là, j'ai commencé à utiliser le théorème de Baire partout et c'est un des mecs qui a démocratisé le théorème de Baire et qui l'a rendu hyper important. Donc faut pas le sous-estimer, c'est si je prends xd complet et que je prends quel que soit i dans n, oméga i des ouvers denses, alors l'intersection des oméga i est non vide, est dense. Ok? Donc, les ouvers denses, c'est stable par intersection de dénombrables. Non, pardon, les ouvers denses, c'est pas stable par intersection dénombrable, mais une intersection dénombrable d'ouvers denses, c'est dense. Et en particulier, si j'ai une intersection d'ouvers denses et que je prends toute l'intersection, si je prends une intersection d'intersection d'ouvers denses, ça me fait encore une intersection dénombrable d'ouvers denses.
Voilà. Et du coup, ça dit que les G delta, c'est stable par intersection dénombrable. Les G delta, c'est quoi? C'est les intersections d'ouvert. Pardon, les G delta denses sont stables par intersection dénombrable. Ça, c'est moins important, mais ce qui est important, c'est ça. Et comment on fait? Ben, on y va. Je prends x et epsilon strictement positif. Je prends x dans quand x. Et comment on va faire? On veut un point qui est dans l'intersection de tous les oméga i. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que le oméga 0 coupe la boule centrée en x et de rayon epsilon. Je vais le faire en plus grand, parce que c'est ça vraiment l'argument. Donc oméga 0, il coupe cette boule-là. Donc j'ai un point ici, et j'ai une boule. Je vais dire en y, en x1. Donc j'ai une boule, comme oméga 0 c'est un ouvert, j'ai une boule de rayon epsilon 1. Donc ça je vais l'appeler epsilon 0, tu vas comprendre pourquoi. Là c'est x0, là j'ai un point x1, et je vais recommencer. Je sais que l'ouvert oméga 1, il coupe la boule centrée en x1 et de rayon epsilon 1, et donc j'ai un nouveau point, x2, et j'ai un nouveau epsilon 2. Et tu vois ce qui se passe, c'est qu'en fait je suis en train de construire une suite de Cauchy. Parce que tu vois, comme quand on avait fait la preuve pour la compacité, ce qui se passait, c'est qu'on avait une suite qui vivait à partir d'un certain rond dans des boules de plus en plus petites. Bah là, c'est exactement ce qui se passe ici. J'ai des boules qui sont en train de se resserrer autour d'un point imaginaire. Si je prends x3, je commence à avoir des boules de plus en plus petites. C'est des points qui sont tous dans les oméga i. J'ai pour tout n, xn dans oméga n, dans l'intersection des oméga n par. Je vais dire que xn, il est dans l'adhérence. Je peux clairement supposer ça sans perdre de généralité, c'est-à-dire que... Ça veut dire quoi le fait que j'ai supposé que xn était... Enfin, ce que je veux faire, c'est que je vais supposer à chaque fois que... Ce que je veux dire ici, c'est que je peux supposer sans perdre de généralité que la boule de rayon xi et de rayon epsilon i, elle est incluse, enfin son adhérence, pardon, est incluse dans oméga i-1. C'est-à-dire que dans ma construction là, quitte à réduire le epsilon, je peux supposer que j'ai ça. C'est un truc un peu technique, mais qui va nous permettre de faire que la limite de la suite xi, qui est une suite de Cauchy et donc qui va converger, soit bien dans l'intersection des oméga i. Donc le truc, c'est que si on admet que xi est de Cauchy, ce qui va être vrai dès qu'on arrive à réduire les epsilon assez vite, parce que par exemple, je peux supposer que epsilon i, il est plus petit que 1 sur i si j'ai envie, parce que je peux les réduire, ça ne va pas changer le fait qu'ils sont inclus dans la boule oméga i. Donc j'efface le dessin. Si xi elle est de Cauchy, ce qui est vrai, ok, ce que j'ai, c'est que si je suppose que xi est que la boule de... Donc ce que j'ai, c'est que quel que soit n plus grand que i, j'ai que xn est dans la boule centrée en xi et de rayon epsilon i, et que ça, j'avais dit que c'était inclus dans oméga i-1. C'est comme ça qu'on avait fait la construction. Et j'ai dit qu'on pouvait même supposer que la boule, la fermeture de ça, c'était inclus là-dedans, quitte à réduire epsilon. Et du coup, le truc, c'est que quand je fais converger xn ça tend vers x infini, parce que c'est une suite de Cauchy, j'ai que x infini est dans oméga i-1. Parce que x infini, il va être du coup là-dedans, parce que c'est un fermé, et du coup, il va être dans oméga i-1. Et du coup, comme j'ai fait ça pour tout i, j'ai montré que ma suite xn, elle s'éveille vers x infini, qui est dans l'intersection, pour i plus grand que 0, des oméga i. Donc je répète tout l'argument parce que c'est vraiment tout est dans le dessin. Le point de l'adhérence, c'est vraiment technique, tu peux l'oublier. Tout est dans le dessin. J'ai x0 ici. Enfin, j'ai un epsilon.
epsilon 0. Et je sais que cette boule, elle va couper oméga 0. Et donc, j'ai un point x1. J'ai un nouveau rayon epsilon 1, tel que l'adhérence de tout ça, donc je vais dessiner ça comme ça, l'adhérence, ça, ce soit inclus dans oméga 0. Ok? Et je continue de faire sa construction. Je suppose que les epsilon i ils diminuent de manière à ce que ça forme une suite de Cauchy. Je continue, ça me fait un x2, ça me fait un x3. Et à chaque fois, je suppose que les boules, elles sont incluses les unes dans les autres. Ce qui me permet d'avoir ce truc-là, qui est que xn est dans la boule, dans l'adhérence de la boule centrée en xi de rayon epsilon i, et ça, c'est dans oméga i-1. Et donc, la limite de xn est dans oméga i pour tout i, ce qui me dit que, au final, il ne faut pas oublier que tout ce qui se faisait ici, c'était dans la boule centrée en x0 et de rayon epsilon 0, et c'est elle qui nous intéressait, parce qu'on voulait un point de l'intersection qui coupait ça. Et du coup, ma limite, elle est dans l'intersection, elle coupe la boule centrée en x0 et de rayon epsilon. Et voilà, ça conclut. J'avais fait une série d'exercices, je crois, qui s'appelait Espace de Banach, où je donnais plein d'exercices qui utilisaient le théorème de Baire. C'était il y a longtemps, du coup, c'était pas des trucs où j'étais très clair, mais... Enfin, les exos étaient cool. Je pense que je la referai prochainement, donc tu peux y aller si t'es curieux. Mais le théorème de Baire, il est vraiment hyper utile. Surtout sur R. Tu l'utiliseras jamais nulle part ailleurs, je pense. En tout cas, en prépa. Ok. Donc maintenant, on va parler du complété. Je prends xd. On veut son complété. Et le truc, c'est que le truc à penser, c'est q, x égale q, et on veut le transformer en r. Et du coup, le truc qu'on a envie de dire, c'est on a envie d'avoir un espace où les suites de Cauchy convergent. Donc on a envie que les suites de Cauchy, ça devienne des points. On a envie d'avoir un nouvel espace où il y a des points qui sont des suites de Cauchy. Et du coup, c'est exactement ce qu'on va faire. On va considérer y, d, d'. Je vais préciser ce que ça va être d'. Pour l'instant, c'est l'ensemble des suites de Cauchy. De Cauchy de x. C'est comme un point dans R, tu peux un peu le considérer comme la suite de Cauchy. La suite de Cauchy des rationnels qui convergent vers ce truc. Comme Q, c'est dense dans R. Tout point de R, je peux juste le voir comme la suite de Cauchy des rationnels qui tendent vers ça. Ça va être ça notre construction, sauf que tu vois que si je prends un point dans R, il y a plusieurs suites qui peuvent converger vers ce même point-là. Il y a des suites qui peuvent ne coïncider en aucun point qui vont converger vers ça. Par exemple, je prends une suite de rationnels qui convergent à gauche et une suite de rationnels qui convergent à droite. Donc le truc, c'est que cet ensemble-là, il est beaucoup trop gros. Il contient beaucoup trop d'informations. Et donc, on va le quotienter par xn équivalent à yn, si et seulement si la distance entre xn et yn tend vers 0. En fait, c'est très logique. Cette condition-là, elle est un peu bizarre, mais c'est très logique. Pourquoi? Parce que, en fait, nous, ce qu'on a envie de dire, c'est que on a envie de visualiser cette suite de Cauchy pas comme une suite, mais comme sa limite. On a envie de dire que cette suite de Cauchy, c'est rien d'autre que sa limite. Donc, ce qu'on a, c'est que la distance de xn à sa limite, que je vais appeler x infini, elle tend vers 0. Sauf que x infini, pour l'instant, ça n'existe pas, parce que je rappelle qu'on n'est pas dans un espace complet. Et du coup, ce que cette hypothèse-là nous dit, c'est simplement que la distance entre x infini et y infini tend vers 0. Cette hypothèse-là. Parce que la distance entre yn et y infini tend vers 0 aussi. Et donc, cette hypothèse-là, elle nous dit juste que la limite x infini est égale à la limite y infini. Sauf qu'on n'a pas le droit de parler de limite, parce qu'on n'a pas encore complété l'espace. Du coup, on doit parler de suite de Cauchy. Et du coup, je quotiente de suite de Cauchy si elles ont la même limite. C'est exactement ça qu'on dit. Et c'est comme ici, tu vois, que maintenant, les deux suites de Cauchy qui convergent vers pi à gauche et à droite, c'est les mêmes. Parce que la distance des termes tend vers 0 parce que les termes tendent tous les deux vers pi. Ok? Et là-dessus, je vais mettre une distance. Donc l'm, si j'ai xn et yn de Cauchy, alors la distance de xn à yn, c'est v.
Alors comment on monte ce truc-là? Je prends un epsilon strictement positif. Je prends un rang à partir duquel les termes de ma suite xn sont epsilon proches, parce que c'est une suite de Cauchy. Je fais pareil, je prends un rang où les termes de xn sont epsilon proches, et tu vois que ça peut que varier au maximum de 2 epsilon. Donc c'est une suite de Cauchy. Ça, c'est une suite de Cauchy. Et comme on admet le fait que R, c'est complet, donc tu vois qu'il y a un peu une douille dans le sens où on est en train de définir la complétude, sauf qu'on suppose que R, c'est complet, et R, c'est défini comme le complété de Q. Donc il y a un peu une douille là-dedans, mais en fait, enfin voilà, on est obligé de faire cette douille-là. Ça, c'est une suite de Cauchy qui a valeur réelle. Donc je répète pourquoi c'est une suite de Cauchy. Je prends un rang à partir duquel ma suite xn, elle bouge plus. Moralement, elle bouge très peu. Je prends un rang à partir duquel ma suite y, elle bouge très peu. À partir de ce rang-là, la distance entre les deux termes, elle va bouger très peu aussi. Juste parce que les deux termes bougent très peu, donc la distance bouge très peu. Ce qui fait que ça, c'est une suite de Cauchy, et ce qui fait que ça converge. Okay. Et donc, je peux poser sa limite, la nouvelle distance des primes. Des primes, du coup, cette fois, c'est la distance des suites. Et en fait, tu peux voir que on peut voir deux choses. On peut voir déjà que c'est bien défini, parce que si la distance entre yn et yn tend vers 0, c'est-à-dire que yn est équivalente à une autre suite, bah ça ne va pas changer la valeur ici. Ça aura la même limite. Si y équivalent à y', on a que la distance de x à y est égale, la distance prime, pardon, ici, est égale à la distance de x. Ok? Cette limite-là, elle ne dépend pas de la classe d'équivalence de mes deux suites. Tu peux aussi voir que, par définition, j'ai que la distance prime entre deux suites est égale à 0 si et seulement si les suites sont égales, c'est-à-dire qu'elles sont dans la même classe d'équivalence, parce que je rappelle qu'on a quotienté par la relation d'équivalence que la distance soit égale à 0. Ok, donc ça me fait une brave distance. Et maintenant, j'ai deux choses à vérifier. J'ai vérifié que YD' est complet. Et j'ai vérifié que X s'injecte dans Y. Et en fait, le fait que X s'injecte dans Y, c'est tautologique. Essaye de voir comment tu peux construire l'injection. En fait, le truc, c'est qu'à un point de X, j'associe la suite constante égale à X. Et tu peux voir que dans ce cas-là, la distance prime entre deux suites de ce truc-là, ce qu'on a, c'est que D' de fx, enfin D' de la suite constante égale à X à la suite constante égale à Y, c'est égal à la distance entre X et Y. Ok, donc c'est une fonction qui préserve la distance, le fait d'associer à chaque point de X, la suite constante égale à X. Et donc j'ai une injection de X dans Y qui est isométrique. C'est-à-dire que D' de l'image de deux points, c'est D des deux points. C'est la distance des deux points. Ok, donc j'ai réussi à injecter X dans Y. Maintenant, il faut vérifier que Y il est complet. Bah ça, en fait, le truc c'est que si je prends une suite de Cauchy et de Cauchy, donc ça c'est un ensemble de suites, Yn, M, ça c'est une suite de Cauchy. Si je prends une suite de suites qui est elle-même de Cauchy, en fait j'ai envie de construire une suite de Cauchy qui va être la limite de ces suites-là. Et ce que je vais faire, c'est dire, pour tout M, il existe grand MNM tel que YMNM. 1 sur M représente YM dans le sens où je peux supposer qu'à partir de ce terme-là, les termes de ma suite YM ne varient moins de 1 sur M. Donc c'est-à-dire que j'ai mon point YM NM, et à partir de lui, bon, bah, les termes ils varient pas trop, ils varient dans un rayon de 1 sur M. Et je dis que en quelque sorte ça représente la suite parce que la suite j'ai envie d'y penser comme sa limite, sauf que sa limite elle n'existe pas. Tout ce que je peux faire c'est l'approximer de manière aussi proche que je le veux, donc je l'approxime à un rayon 1 sur M. Et donc bon, bah, je vais dire qu'en fait ce truc là c'est une bonne approximation pour l'ensemble de ces suites.
Et du coup, ce que je vais poser, c'est, je vais poser x infini, n qui va être égal à yn, nn. Ok, donc ma suite, son nème terme, ça va être le terme qui va représenter la nème suite. Ce qui est logique, parce que le fait que les suites de Cauchy me dit que, moralement, les suites, elles ne changent pas trop les unes des autres. Donc ce que je fais, c'est que je prends des suites qui tendent vers, enfin des suites qui vont de plus en plus loin, et je prends des termes qui les approximent de plus en plus, et c'est juste un exercice pas très intéressant, enfin assez cool quand même, parce qu'il ne faut pas s'en mêler les pinceaux dans les suites de Cauchy et les suites de suites. C'est un exercice maintenant de montrer que yn tend vers y infini. Que je te laisse faire. Mais bon, moralement, c'est logique. On a fait un espace où on a rajouté des suites de Cauchy. C'est logique que les suites de Cauchy convergent. Et donc, j'ai montré que l'espace était complet. Et je peux parler du truc dont je parlais au début, qui est que si j'ai une fonction qui va de xd dans z d tilde, et que ça, c'est complet, bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fonction f tilde, qui va de yd. Donc yd ici c'est le complété. Et je vais associer à quoi une suite de Cauchy? Si je prends une suite de Cauchy comme ça, je l'associe à quoi à ton avis? Bah, en fait la suite de Cauchy, j'ai envie d'y penser comme la limite du terme. Et sauf que je sais que zd c'est complet, donc les suites de Cauchy convergent. Et ce que je vais lui associer, c'est f de x0. À ça, j'associe la limite de la suite f de x0, f de x1, blablabla. Il faut juste vérifier que cette suite-là, c'est une suite de Cauchy. Bon, j'ai pas l'impression que c'est automatique que cette suite-là soit une suite de Cauchy. Du coup, je sais pas si cette fonction-là est bien définie. Mais si on rajoute des hypothèses sur f, par exemple, si on suppose que f est lipschitzienne, ça devient une suite de Cauchy, et du coup, c'est bien défini. Mais c'est dommage que ça marche que pour les fonctions lipschitziennes. Mais bon, ça montre déjà l'esprit du truc, c'est que si j'ai une fonction, enfin, si x parle à un espace z, alors en fait, c'est y qui parle à z. Ce qui est un peu logique par ailleurs, parce que la fonction qui va de x dans y, elle est déjà lipschitzienne parce qu'elle est isométrique. Donc c'est peut-être un peu logique qu'on ait des hypothèses de lipschitzianité entre xd et zd. Bon, peut-être que c'est juste moi qui ai aucun recul sur ça, mais dis-moi s'il faut vraiment une hypothèse de lipschitzianité sur la fonction f pour avoir ce genre de truc. En tout cas, voilà. Tout ça, ça conclut la complétude. Donc ce que je veux que tu t'en souviennes, c'est cette notion de précompacité qui est assez importante. L'équivalence compact équivalent à complet et précompact, et aussi l'équivalence entre être précompact et le fait que tout de suite elle met une sous-suite de Cauchy. Je trouve que c'est intellectuellement satisfaisant. Aussi le théorème de Baire, très important, et le complété si ça t'amuse. En fait, l'importance du complété, c'est de pouvoir supposer dans un exercice que ton espace il est complet. Dans la plupart des cas, tu peux faire ça. Tu peux dire, bon bah, mon espace X, quitte à le compléter, je peux supposer que les suites de Cauchy convergent. Si tu veux, tu peux faire ça. En général, c'est pas trop nocif parce que on a un complété et qu'il marche assez bien. Ok? Voilà.